Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Ceux qui ont vu ou cru voir des fantômes se souviennent de l'âge qu'ils avaient, du lieu où ils étaient et de cette étrange sensation qu'ils ont eue ce jour-là. Le phénomène des fantômes intéresse ou passionne en tout cas, ne laisse jamais indifférent. Et on a tous envie de savoir si, oui ou non, ils existent, ce qu'ils veulent, qui ils sont et ce qu'ils viennent faire. Est-ce qu'un être sensé et rationnel peut affirmer que oui, les fantômes existent et qu'il les a vus? Et si oui, est-ce qu'on les a étudiés? En laboratoire? Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Je parlais d'un être sensé et rationnel, alors évidemment avec vous on le sait bien, on est servi, scientifique, mathématicien, directeur du laboratoire de parapsychologie de Toulouse, donc vous défendez évidemment les phénomènes paranormaux depuis plus de 30 ans, mais évidemment pas à n'importe quel prix. Quand on pense fantôme, Yves, on pense forcément château hanté, où il y aurait eu des histoires tragiques avec des morts subites, ou même on peut penser à des cimetières abandonnés, des herbes hautes qui recouvrent les tombes, on pense hiver, froid, humidité, ce sont les paramètres indispensables. Absolument. On pense, tiens, je vous raconterai l'histoire un jour, dans ce château perdu au fond de l'Allier, oui, dont les murs aujourd'hui tombent plus qu'à moitié. Oui. L'histoire d'une jeune fille qui était la maîtresse du Seigneur. Mais évidemment, le Seigneur était marié, madame s'en est aperçue. Oui. Cette jeune fille a très mal fini, oui, mais paraît-il, elle reviendrait toutes les nuits. C'est du moins ce que raconte l'office de tourisme. Dans l'Allier, oui. Très bien. Alors, on parlait de fantômes de laboratoire. Pourquoi associer le fantôme et le laboratoire? On a, je crois qu'on peut dire qu'on a observé des fantômes dans ce qu'on appelle les conditions de laboratoire. C'est-à-dire avec des contrôles très stricts, très au point. Et le compte-rendu dont nous disposons, parce que les seules observations ont été effectuées à Paris entre les deux guerres, entre 1919 et 1939, les documents dont nous disposons montrent qu'il y a bien là une réalité incontestable. Certains fantômes ont été observés en laboratoire, mais ce n'était pas n'importe quel fantôme. C'était ce que les spirites appellent des ectoplasmes. Alors, quelle est la différence entre fantôme et ectoplasme? L'ectoplasme, si on prend les choses froidement, oui, c'est un peu un sous-fantôme. Quel est le vrai fantôme? Enfin, du moins d'après les légendes. Oui. Suaire, nettement identifiable, les chaînes, nettement identifiables, etc. Il y a même certaines histoires de fantômes où on voit l'être tel qu'il était de son vivant. Mmh. Vous savez qu'il y a eu un fantôme qui hantait la banque Coutts à Londres. C'est la banque où la reine d'Angleterre a son compte. Vous voyez, oui, bon, vous n'y en aurez jamais un compte, évidemment, là. Oui. Mais il y avait un fantôme qui, disait-on, hantait cette banque, oui, en plein Londres, et on le voyait défiler avec la barboteuse, vous savez, costume 16e siècle, l'épée au côté, et ainsi de suite. Ouais. Il a été assassiné dans cette banque? Oui, enfin, il avait été exécuté dans cette banque. Ah oui, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Bon. Et alors, l'ectoplasme, oui, c'est beaucoup plus light. Oui. C'est le sous-fifre du fantôme. C'est le sous-fifre du fantôme. C'est essentiellement une forme blanche. Mais ça peut être plus qu'une forme blanche, même si ça n'est jamais, disons, une silhouette entièrement figurée. Ça peut être plus qu'une forme blanche. Et le fait que des ectoplasmes aient pu être observés, comme je le disais tout à l'heure, en laboratoire, dans des conditions d'une extrême rigueur, ça suffit à donner un fondement scientifique à toutes les histoires de fantômes qui courent la planète. Vous l'avez compris, nous allons partir dans un laboratoire, donc évidemment il y a des dizaines d'années de ça. On va voir donc cet ectoplasme, ou voir ces ectoplasmes donc étudiés en laboratoire dans un instant dans les clés du mystère. Cet après-midi, avec Yves Lignon, on parle d'ectoplasme, c'est-à-dire de formes vaporeuses comme ça, un petit peu blanches. Des ectoplasmes qui ont été donc étudiés en laboratoire. Yves Lignon, on est en quelle année? On est où? Alors, nous allons parler d'expériences dont je répète qu'elles ont été extrêmement rigoureuses, et je vais essayer de le montrer, oui, effectuées à Paris en 1920 et 1921. Il y a eu 14 expériences. Donc, c'est quand même pas rien. Oui. Et on dispose de comptes rendus et même de traces solides, oui, dont je vous en dirai davantage tout à l'heure.
Et donc, essayons de nous placer dans le contexte de l'époque. Les spirites, toujours eux, qui croient aux esprits, nous racontent que les esprits se manifestent en provoquant de la voyance, en faisant tourner les tables, mais que aussi, en présence d'un médium vraiment haut de gamme, ils peuvent apparaître. Les tables qui bougent, c'est le médium de fédéral, sinon de division d'honneur. Ah. Quand vous avez un médium de top 14, sinon de Coupe d'Europe, vous disent les spirites, vous pouvez espérer non seulement que la table va bouger, mais que l'esprit va apparaître. Et plus le médium sera costaud, plus cette apparition sera consistante, plus l'esprit ressemblera à un être humain. Alors, on n'en est quand même pas arrivé jusque-là en laboratoire, mais donc, en 1920, un institut de recherche qui existait à Paris, l'Institut métapsychique, et qui disposait à l'époque de très très grands moyens. Maintenant, il existe toujours, c'est ma maison, j'y suis comme chez moi, mais il a beaucoup moins de moyens. Et donc, a appris qu'un médium polonais, Franek Kluski, du moins connu sous le nom de Franek Kluski, parce il utilisait un pseudonyme, étant donné que professionnellement il était dans la banque. Ah oui, effectivement, c'est pas très sérieux. Oui, et il vaut mieux qu'il ait utilisé un pseudonyme parce que son véritable nom est imprononçable. Je sais que le prénom c'est Théophile, le nom véritable, je n'essaierai pas. Donc Kluski était un médium en présence de qui apparaissaient régulièrement les ectoplasmes. On lui a donc dit, cher monsieur, puisque vous êtes polonais, vous vivez à Varsovie, puisque nous disposons de moyens conséquents, nous allons vous inviter à Paris et nous allons reconstituer une séance de spiritisme telle que vous en donnez dans les salons, pour vos amis, pour les personnes qui partagent vos convictions. Mais cette séance de spiritisme, nous allons la reconstituer chez nous, à l'Institut. Nous disposons d'une salle d'expérience, c'est là que ça se passera et pas ailleurs. Et Kluski a accepté, parce que c'était quelqu'un de sincère et d'honnête. Kluski a tout à fait accepté. Il est donc venu à Paris à 2 reprises, en 1920 et en 1921. Il n'y a pas eu une seule expérience, il y en a eu 14, mais qui se sont toutes déroulées, disons, selon le même scénario. Quand on lit les comptes rendus, ils se ressemblent tous énormément. Et dans les conditions extrêmement strictes qui lui ont été imposées, nous en parlerons tout à l'heure, effectivement, devant des scientifiques français de haut niveau, tout à fait ébahis, l'ectoplasme est bien apparu. Dans ce laboratoire, alors qui était Kluski? Comment ça s'est passé exactement? On va en savoir plus dans un instant. Un banquier polonais commence à être connu pour ses qualités de médium en Pologne, des talents qui arrivent jusqu'aux oreilles de parapsychologues parisiens. Nous sommes en 1920 et on va donc vouloir étudier cet homme qui s'appelle Kluski. Qui était-il, Yves Lignon? Alors, quand il arrive à Paris, il a 46 ans. Oui. C'est un homme installé. Un banquier. Donc, plutôt dans la finance, un homme d'affaires, plutôt qu'un banquier. Mais il est tout aussi connu, du moins dans certains milieux, comme homme de lettres. D'accord. Il a une famille, donc une vie normale, et il n'est médium, si j'ose dire, en 1920 que depuis peu, que depuis à peu près 1 an. Et pourquoi? Parce que 1 an auparavant, donc, il avait participé à une séance de table tournante, on l'avait invité, il était allé par curiosité. Et le médium, puisqu'il faut toujours un médium pour que les choses se passent bien, soient spectaculaires, se nommait Jean Guzik. Peut-être raconterons-nous son histoire une autre fois. Et ce Jean Guzik, ce jour-là, n'était pas en forme. Donc il s'est retiré. Et alors on a dit, tiens, est-ce que quelqu'un veut prendre sa place autour du guéridon? Kluski a dit, pourquoi pas moi? Et là, effectivement, on a eu des phénomènes parapsychologiques extrêmement intenses, et même d'après les témoins, mais qui ne sont que des témoins des apparitions. En tout cas, ça suffisait pour que Kluski soit invité à Paris. Mais ce Kluski, bien qu'ayant l'air, comme on dit maintenant, socialement intégré, tranquille, médium de fraîche date, c'était un drôle de personnage. Parce qu'évidemment, les chercheurs l'ont interrogé. Ils ne sont pas contentés de lui dire « on va faire une expérience ». Ils ont dit « qui êtes-vous ? Quel est votre passé ?» Et dans son enfance, Kluski avait un jeu bizarre. Quand il réunissait les petits camarades,
il faisait à l'aide de chaises, de tissus, de châles, de nappes, il fabrique une espèce de tente et il disait à ses camarades, dans cette tente, il y a un monstre qui vit et ce monstre s'appelle la taupe. Et alors, évidemment, il disait aux camarades, moi je suis seul à pouvoir rentrer dans la tente, à pouvoir voir la taupe. Et les petits camarades étaient extrêmement frustrés. Et un jour, alors qu'il avait l'âge de 10 ans, et les camarades s'en sont souvenus longtemps adultes, puisqu'ils ont pu le raconter. La bonne aussi, il était d'une très bonne famille, donc il y avait une gouvernante qui surveillait là les enfants quand ils jouaient avec la tante de la taupe. La gouvernante a témoigné. Donc les camarades disent, ça va, toi tu rentres toujours dans la tente pour voir la taupe, mais nous on la voit pas. Oui. Il ressort et il dit, attention, la taupe va se manifester. Or, tous les gamins, unanimement, et la gouvernante ont témoigné qu'à ce moment-là, on a entendu sonner une horloge dont la sonnerie ne pouvait être déclenchée que manuellement. Si on voulait que ça sonne, il fallait qu'on aille le régler. Donc, une horloge qui ne pouvait pas sonner. Et surtout, on a vu 2 nuages de vapeur sortir de la tente. C'est-à-dire les enfants, et la bonne. D'accord. Parce que quand l'horloge a sonné, les témoignages sont très précis, quand l'horloge a sonné, la gouvernante, sachant que ça ne devait pas sonner, est venue voir quelle bêtise étaient en train de faire les enfants. D'accord. Et donc elle a été, comme les petits camarades de Kluski, témoin de l'apparition de ces 2 masses de vapeur. Mais Kluski ne s'est pas démonté. Il dit, voyez, c'est le petit frère et la petite sœur de la taupe qui sont morts. Alors c'est une histoire qui est déjà extraordinaire, mais ce n'est pas tout. Quand Kluski est arrivé à Paris, on lui a fait subir un examen médical. Et on s'est aperçu qu'il avait des particularités physiologiques très particulières. Il avait des zones sensibles, mais par exemple derrière la nuque, une petite surface très précise, et des choses comme ça. Et surtout, il avait vécu une aventure qu'il est peut-être le seul être humain à avoir vécu depuis l'invention de la poudre et du fusil, parce que quand il était étudiant, il s'était battu en duel. Et c'était une chose fréquente chez les étudiants slaves de l'époque. Et il avait une balle qui avait traversé son cœur et qui était restée dans le corps, qu'on avait extraite par la suite. Et donc, il n'était pas mort. Incroyable. Incroyable. Il avait vraiment une balle qui avait traversé son cœur, mais sans le léser, cet organe vital. Donc, voilà le personnage, à la fois très ordinaire, très bourgeois, et très extraordinaire, qui, dès son enfance, faisait apparaître des fantômes devant son petit camarade. Voilà ce personnage qui arrive à Paris en 1920. 1920 donc, cet homme bizarre avec cette zone très sensible derrière la nuque, qui a un trou dans le cœur parce qu'il a reçu une balle, cet homme très bizarre qui donc est un petit peu médium, même plus qu'un petit peu, va donc se faire expérimenter à Paris dans ce centre de parapsychologie. 1920, Kluski arrive à Paris dans l'Institut métapsychique pour se faire étudier. Vous le disiez tout à l'heure, Yves Lignon, 14 expériences très sérieuses vont être faites. Alors, très sérieuses pourquoi ? Eh bien, en raison des conditions de contrôle. Alors, il faut imaginer que la salle d'expérience était fouillée avant chaque séance. Mais alors, fouillée, ça paraît déjà bizarre. La salle d'expérience, elle existait depuis plus d'1 an. Donc, on avait déjà beaucoup expérimenté. Est-ce que vous imaginez, dans un laboratoire de biologie, qu'on fouille la pièce qui sert aux expériences chaque fois qu'on l'utilise, c'est-à-dire pratiquement chaque jour. Bon, mais là, pourtant, à l'Institut métapsychique, on fouillait la salle. Alors, qu'est-ce que j'appelle fouiller la salle ? C'était pas seulement soulever le tapis pour voir s'il y avait bien de la poussière, c'était pas seulement regarder sous les meubles, c'était faire sonder les murs. Sonder les murs ? Oui, au cas où. C'est-à-dire au cas où il y aurait eu un trucage, un trou, une ouverture secrète. Ouais. Et donc, on faisait ça chaque fois avec Kluski. Et même, il y a eu des jours où on a organisé 2 séances dans la journée, matinée et soirée. Ouais. On a fouillé la salle
les 2 fois. Donc, quelques heures après l'avoir fouillé une première fois, avoir fait venir un architecte qui avait sondé les murs, on a recommencé. Donc, je donne ce détail, je pourrais en donner beaucoup d'autres, mais ça fournit une idée de l'état d'esprit des expérimentateurs. Et des moyens financiers qu'ils avaient. Oui, et des moyens financiers qu'ils avaient. Bon, l'Institut métapsychique est une fondation reconnue d'utilité publique. Je le disais, il existe toujours, on peut l'aider si on veut. Ouais. Donc, ça donne surtout une idée de leur rigueur. C'est une rigueur excessive. C'est presque du pathologique. Et on ne s'arrêtait pas là. Parce que, bien entendu, les médiums, d'une manière générale, étaient aussi fouillés et même subissaient des examens médicaux complets et archi-complets. Ça veut dire qu'ils se mettaient nus et que, bon, pour appeler les choses par leur nom, tous les orifices naturels étaient examinés. Il y a même eu un cas de médium à qui on a fait enfiler des gants de boxe parce qu'on avait peur qu'il triche avec ses mains. Donc voilà l'état d'esprit. Un tel état d'esprit implique que si se passe quelque chose, ce sera indiscutable. C'est pas tout. Kluski s'assied. On l'encadre presque comme s'il s'agissait d'un détenu, d'un condamné de droit commun. Pendant toute la séance, on va lui tenir les mains et lui tenir les pieds. Lui tenir avec... Des voisins qui l'empoignent. D'accord, carrément. Carrément. Qui serrent. Pas que ça bouge. Bon. Ça ajoute au côté pathologique de l'expérience vraiment une ambiance tout à fait amicale. On vous contrôle de près, cher monsieur. Vous ne nous aurez pas. Enfin, c'est pas que nous n'ayons pas confiance, mais enfin. Presque. Alors, reste la question de l'éclairage. Et là, il faut négocier. Parce que les médiums spirites disaient systématiquement qu'ils avaient besoin de l'obscurité ou au moins d'une pénombre approfondie. Pour les expérimentateurs, cela posait un problème très grave. Parce que de 2 choses l'une, ou le médium est honnête, mais de toute façon, dans le noir, qu'est-ce qu'on verra? Ou le médium est malhonnête, et alors là, dans le noir, qu'est-ce qu'il va en profiter? Donc, il fallait négocier. Il est effectif que les séances avec Kluski se sont effectuées en lumière atténuée. Atténuée, c'est-à-dire... Mais atténuée, on avait posé une condition, ouais. C'est que chaque expérimentateur puisse lire un journal ou consulter une montre. On avait dit, il faut ce niveau d'éclairage, on n'ira pas plus bas. Donc, on a Kluski qui, après tout, n'avait aucune raison de s'opposer à ces contraintes. Ça fait drôle, ça vous faisait rire, Emmanuel, quand je le racontais qu'à droite et à gauche, on l'empoigne. Ouais. Mais lui, il est sincère. Lui, il croit en ce qu'il fait. Lui, il est sûr qu'il produit les phénomènes. Donc, quelles que soient les conditions qu'on lui impose, ça ne le dérange pas, ça ne l'affecte pas. Et donc, une fois que tout le monde était installé, effectivement, les phénomènes se sont bien produits. Et on parle d'ectoplasme. Aujourd'hui, dans les Clés du Mystère, les ectoplasmes étudiés à l'Institut métapsychique de Paris en 1920. Alors, étudiés avec une très grande rigueur, vous nous l'avez dit Yves Lignon. Objectif, faire en sorte que Kluski, donc le médium polonais, produise des ectoplasmes, ces espèces de formes vaporeuses blanches, lors d'une séance de spiritisme. Et cette séance, elle commence. Donc tout le monde est installé. On a baissé la lumière, mais on peut lire un journal encore. Et brusquement, une odeur d'ozone monte. Une odeur très caractéristique. Il y avait les médecins, il y avait les chimistes parmi les expérimentateurs. Ils n'ont aucun doute, il y a d'abord une odeur d'ozone. Et c'était systématique. Et puis soudain, autour de la tête de Kluski, comme un brouillard... Une aura? Non, un brouillard, pas une auréole. Un brouillard, quelque chose de vaporeux, qui apparaît et qui s'épaissit. Et ce brouillard prend la forme de mains ou de visages. Les visages étaient, disent les comptes rendus dont nous disposons, quelque chose de stupéfiant. Parce que ces visages étaient mobiles. On voyait les yeux qui remuaient. Ah oui. On voyait les sourcils qui se pressaient. Mais on ne voyait aussi que ces visages. Disent les expérimentateurs, c'était extrêmement curieux. Parce que on voyait ces visages dans l'espace. Comme s'il s'agissait de personnes assises à côté de Kluski, oui, mais dont on ne verrait pas le corps. Et donc ces visages se déplacent un peu dans l'espace.
Et sinon, ce sont des mains toutes seules. Le brouillard a pris la forme de mains et les mains s'approchent. Un jour, le responsable des expérimentateurs, le docteur Gelé, a voulu serrer une de ses mains. Oui. L'auriez-vous fait, c'est vrai. Emmanuel? On peut se poser la question, oui. Cette main qui se promenait dans l'espace, il l'a serrée. Il a eu une impression très désagréable. C'est-à-dire? Comme s'il serrait la main d'un cadavre. Oh mon Dieu, donc il dit froid, très bien, moi très froid, si avec les os, etc. Ah, donc il sentait une matière. Oui, de la chair en décomposition, tout à fait désagréable. Là, la description de cette main par le docteur Gelé, c'est un des grands moments de la littérature parapsychologique. J'imagine. Mais nous disent aussi des expérimentateurs, eh bien, les visages étaient encore plus impressionnants. Donc, parce qu'au départ, ils étaient mobiles. On voyait les yeux qui tournaient vers droite, vers la gauche, un peu comme si ces visages, moi je ne veux pas dire des esprits, c'est des visages, c'est indiscutable. Comme si ces visages se demandaient où ils étaient, puis brusquement, le mouvement de regard s'immobilisait et il fixait les expérimentateurs. Avec un air sérieux? Avec un air sérieux, on va dire qui c'est celui-là. Seriez-vous passé sous la chaise, Emmanuel? Oui, peut-être, oui. Peut-être bien. Bon. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, tout disparaissait. Et la séance était terminée. D'accord. Les mains sont apparues 7 fois. Sur les 14 expériences Sur les 14 pratiquées. séances, à 7 reprises, des mains sont apparues. Et ces mains ont permis de résoudre un problème essentiel. À savoir, les visages, les mains. Ces visages nous regardent puis se figent. Ces mains circulent dans l'espace. Le docteur Gelé serre amicalement l'une d'entre elles. Sur ces photos, il avait l'air de quelqu'un d'extrêmement sérieux, le docteur Gelé. Et je suppose qu'il ne souriait pas en serrant cette main fantôme. Et puis tout disparaît. Mais quelle trace avons-nous de cela? Sauf les récits des expérimentateurs. Les récits des expérimentateurs sont au-dessus de tout soupçon. Mais scientifiquement, on ne peut jamais se contenter d'un témoignage. On ne peut pas se contenter d'un témoignage en matière scientifique, même si c'est celui d'Einstein. Alors, la réaction, c'est de dire, mais cette matière, on va la prélever, et hop, dans l'éprouvette, et puis on va l'analyser. Et on se heurte à un autre obstacle, le médium qui dit, si vous ne laissez pas l'ectoplasme vivre sa vie, apparaître puis disparaître, je suis en danger de mort. Dans les clés du mystère cet après-midi, les ectoplasmes, c'est-à-dire des formes vaporeuses blanches. Et dans le cas qui nous intéresse cet après-midi, c'est-à-dire dans le cas de Kluckski, alors les formes, c'était carrément des visages mobiles, c'était carrément des mains qui se baladaient dans ce laboratoire. Yves Lignon, est-ce qu'on a eu des preuves matérielles? Oui, comment garder une trace? Le médium déclare, si vous ne laissez pas l'ectoplasme disparaître, et même pour certains, les médiums disaient, si vous ne laissez pas l'ectoplasme revenir dans mon corps, je suis en danger. Alors, cette phrase, je suis en danger, si on essaie de récupérer l'ectoplasme, de le mettre dans un tube à essai, elle est aussi ambiguë. Parce que ça peut permettre au médium de cacher un trucage, en disant surtout ne récupérez pas cette matière. Évidemment, si on l'analysait, que ne trouverait-on pas? Mais ça peut aussi être sincère. Bien sûr. Et donc les scientifiques sont entre deux chaises là, que faire? Et le docteur Gelé, dont nous avons parlé tout à l'heure, a eu une idée exceptionnelle. Il a dit, on va mouler, notamment quand ce sont des mains, on va mouler. On va demander à ces mains, carrément, de se diriger vers un bac de paraffine fondue. Quand la main fantôme sortira, elle sera recouverte d'un gant de paraffine. Et quand elle disparaîtra, nous aurons ce gant, qui est bien la preuve de son existence. C'est, vous savez, un procédé de moulage très banal. Oui, si ce n'est que là, il s'agit de forme, donc de quelque chose d'informe. Mais on va garder le gant de paraffine. Il s'agit d'un procédé très banal. C'est celui qui est utilisé, ce procédé du moulage par la paraffine, quand on remplace une statue qui est victime de la pollution par sa copie. Vous savez, ça se fait quelquefois sur les monuments. On utilise ce procédé. Donc c'est extrêmement banal. Et effectivement, quand on a rallumé la lumière, le docteur Gelé et les chercheurs de l'Institut métapsychique disposaient des gants de paraffine. Ils n'ont donc plus qu'à mouler du plâtre à l'intérieur
pour qu'on ait la preuve concrète, indiscutable, incontournable, qu'il s'était bien passé quelque chose. Et qu'il s'agissait bien de mains, oui, qui était une forme aussi, quoi. Oui. Alors, on a énormément discuté, bien entendu. On a envisagé toutes les hypothèses du trucage. Oui. Je ne vous ferai pas la liste, je la raconte dans un de mes livres parce que ce serait ennuyeux. Mais je vais simplement vous donner les arguments forts. Il y en a au moins 2 à mes yeux. D'une part, on a un moulage qui représente 2 mains qui se tiennent, les doigts croisés. Donc, il ne faut pas oublier que ces mains sont sorties recouvertes de gants de paraffine. Essayez, Emmanuel, ou vous qui nous écoutez, d'enfiler des gants, de croiser vos doigts, et puis de retirer les gants sans décroiser vos doigts. Vous m'en direz des nouvelles. Demain, vous y serez peut-être encore. Donc ça, c'est une preuve énorme, absolue. Et il y a une autre preuve. Ces moulages, bon, ils ont été examinés par des experts, on a fait des contre-expertises, tout y est passé. Dans les livres, on peut en écrire des pages. Ouais. Mais ces moulages, on les a aujourd'hui d'ailleurs. À l'Institut métapsychique à Paris, ils y sont toujours. On peut les examiner. Oui. Et on les a examinés à l'époque. Ce sont des moulages de qualité. On y trouve les traits de la main. Les traits, les rides, les rides, tout ce que nous avons, les lignes de la main, oui. On les retrouve sur les moulages. Et là, on arrive à une chose extraordinaire, oui. C'est que la physiologie, la médecine montre que ces caractéristiques physiologiques, je répète le mot parce que c'est important, sont celles de mains d'adultes. Oui, donc une grande main? Oui, non, sont celles, les caractéristiques, les lignes sont celles d'une main d'adulte. C'est-à-dire des mains marquées. Bon, vous allez me dire, alors, il y a peut-être un tricheur par là, Kluski avait un complice qui a plongé sa main dans la paraffine. Je vous ferai remarquer qu'il aurait crié, parce que c'était de la paraffine fondue, hein. Oui. Elle était sur un réchaud. Et qu'en plus de ça, il était accroché de tous côtés. Oui, non, mais un complice de Kluski, pas Kluski lui-même, mais un expérimentateur qui aurait trahi la cause de la parapsychologie. Donc, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas sur les photos. Il y a quelque chose dont on ne se rend compte qu'en observant les moulages à l'œil nu, qu'en les ayant devant soi. C'est que ces mains, qui ont toutes les caractéristiques de mains d'adultes, sont bien plus petites que des mains d'adultes. Ce sont des mains d'adultes en réduction. Des pygmées. Si vous voulez. Mais les mains de pygmées ne sont pas des mains d'adultes en réduction. Les mains d'adultes en réduction, ça n'existe pas dans la nature. C'est incroyable cette histoire, Yves Lignon, que vous nous avez racontée, mais ça veut donc dire que les esprits existent? Non, ça ne veut pas dire que les esprits existent. Ça veut dire ceux qui croient aux esprits s'appuient sur ces phénomènes. Bien sûr. Et je respecte leurs convictions. Ouais. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ces phénomènes, ces mains fantomatiques, sont une réalité scientifique. Et qu'on peut aller donc voir ces moulages donc à l'Institut métaphysique de Paris. Tout le monde peut y aller? À l'Institut métaphysique, sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Sur rendez-vous, mais il y a des conférences qui sont organisées, des séminaires pour le grand public, et donc on peut voir les vitrines. Très bien, merci Yves Lignon. On se retrouve bien sûr demain entre 13h30 et 14h30 dans Les Clés du Mystère. Notez qu'évidemment cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain, bye bye.